Bonjour à tous et bienvenue en direct. Bonjour Georges. Bonjour Jean-François. Marché chahuté, très chahuté hier soir. Wall Street, le Dow Jones a perdu 3,9%. À Paris, hier, on a perdu 2,11% et aujourd'hui 1,92%. Heureusement, nous avions organisé ce club expert flexible avec nos experts. Alors tout de suite, on va vous les présenter. François Rimeux, stratégiste à la Française AM et gérant de la Française Multistratégie Obligataire. Bonjour. Bonjour Jean-François. Un habitué de ce plateau, Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée et gérant de la gamme croissance chez CPR Asset Management. Bonjour Malik. Bonjour. Et Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management et pilote notamment de Sycomore Allocation Patrimoine. Bonjour messieurs. Bien, comme d'habitude, la possibilité de poser les questions. J'imagine, Georges, qu'il y en a déjà pas mal. Exactement, et nos internautes sont assez inquiets. Il y a beaucoup de questions sur les marchés depuis avant-hier, enfin depuis hier. Pourquoi ça chute? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment l'anticiper? Comment réagir? Enfin, il y a de quoi s'occuper. Alors, je vous propose que l'on passe 45 minutes ensemble, que l'on regarde plusieurs thèmes. Naturellement, on va parler de l'actualité, de ce qui est en train de se passer sur les marchés. On va regarder la stratégie de nos gérants dans leur portefeuille. Et puis, on fête un peu le 10e anniversaire de l'envolée de la gestion flexible en France et on va essayer de faire un point pour voir l'avenir de ces gestions flexibles. Tout de suite, on attaque avec l'actualité. Jingle. Bien, messieurs, marché en forte baisse depuis 2 jours. Wall Street est actuellement encore en baisse. J'ai regardé mes dépêches, j'ai pas vu de truc particulier. Alors, à part qu'on n'avait toujours pas de nouveau gouvernement en France, j'imagine que c'est pas ça qui a fait baisser les marchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une explication à cette violente baisse au cours des 2 derniers jours? Non? Oui, Malik? C'est que la correction était tellement attendue qu'elle est arrivée sur le marché américain, tout simplement. Voilà, il ne faut pas, très honnêtement, avoir très peur. C'est une correction que tout le monde attendait, appelée de ses voeux depuis longtemps. Bon, il y a eu la conjonction de certains événements récemment avec le discours de Powell sur la Fed, l'aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Tout ça a amené à une correction un peu plus sévère qu'on ne l'attendait. Mais aujourd'hui, la correction sur le marché américain, parce qu'on parle de correction que sur le marché américain, la correction sur les autres marchés avait déjà eu lieu auparavant, sur le marché européen, sur les marchés émergents. Donc c'est vraiment la correction centrée. D'accord, enfin 2 jours de suite à Paris où on baisse de 2%, ça fait... On voit pas ça tous les matins. Oui, mais c'est suite à la correction de Wall Street. Point à la ligne. Ça n'a rien à voir avec la situation interne européenne. Est-ce qu'il y a des phénomènes techniques qui font qu'aujourd'hui, quand un marché commence à dévisser avec les nouveaux types de gestion, notamment avec le contrôle de vol, dès que le VIX, entre guillemets, commence un peu à partir à la hausse, ça s'amplifie les mouvements? Alors, c'est partiellement vrai, oui. Ça a été le cas au mois de février où il y avait beaucoup de produits américains qui étaient vendeurs de volatilité. Donc, dès que la volatilité augmente, ils sont obligés de se couvrir ou alors de racheter de la volatilité. Donc, ça accentue la baisse. Donc, ça, c'est partiellement vrai. Après, c'est vrai qu'on a quand même des conditions de marché plus dégradées en Europe depuis le début du mois de septembre et que ça vient de se transmettre au marché américain sur fond d'incertitude politique, de début de remontée de taux, même si finalement elle est assez gentille. Les taux américains, ils remontent, mais assez doucement depuis 2 ans. Et puis, on avait aussi tellement peu de volatilité, notamment sur le marché américain depuis le mois de février, qu'à mener, c'est aussi normal d'avoir ces petites phases de correction. François Rimeux, vous l'explication de ce qui se passe? C'est une conjonction de plein de choses. Effectivement, tous les risques qui ont été mentionnés ici. On pourra rajouter le pétrole qui monte, la baisse de la liquidité du dollar, la baisse de la devise chinoise, etc., etc. Une conjonction de plein de choses qui font que, les conditions sont un peu moins bonnes aujourd'hui. Mais bon, on parle de 4% de baisse sur le marché américain. Maintenant, on a l'impression que le marché américain ne peut plus baisser de 4% et que ça devient un drame tout de suite dès qu'on perd 50 points sur le S&P. Il faut bien que les marchés vivent un peu leur vie. Ça provoque aussi 2-3 opportunités. Il faut bien que... Ok, alors on va justement essayer un peu de recul. On va jouer un petit jeu. Pour commencer, à chacun, on va faire un petit tour de table très rapide. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans les marchés et qu'est-ce qui vous déplaît? En un mot, et ensuite on développe. Malik, qu'est-ce qui vous plaît? Le risque le plus grave, c'est l'aggravation des tensions commerciales. C'est le risque qui pèse le plus fortement. Guerre commerciale en risque. risque. Qu'est-ce qui vous plaît? En risque. Alors, ce qui me plaît, la remontée des taux. Ok, parfait.
Stanislas de Vaillancourt. Alors, ce qu'on n'aime pas tellement, c'est l'incertitude politique, parce que par définition, elle n'est pas rationnelle ni économique. Donc, dedans, je mets la guerre commerciale, mais également la situation italienne. Ok. Mais du coup, ce qui nous plaît, c'est que ça génère aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'on pense que en Italie, probablement d'ici quelques mois, ça va se calmer un petit peu. Et donc, les rendements qui sont quand même très élevés aujourd'hui, assez attractifs, à un moment donné, ça sera intéressant de rentrer dans ce marché. Et finalement, la phase actuelle, elle génère beaucoup d'opportunités. On parlera après des small caps qui s'effondrent depuis 3 semaines. Là aussi, on pouvait l'attendre. Nous, on avait beaucoup parlé de ce risque. Mais clairement, la phase actuelle génère beaucoup de nouvelles idées d'investissement. J'ai noté. François Rémeux, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît dans les marchés? Ah, ça va être le même. Moi, c'est la hausse du pétrole qui va me déplaire à un moment donné parce que ça va être négatif pour la croissance globale, mais qui me plaît parce qu'on est très positif sur l'inflation. Et donc, ça m'arrange. Ok, on attaque par... alors, vous m'avez dit pas me traiter pas mal de sujets, mais je pense qu'il y en a d'autres qui interpellent aussi un peu nos éditeurs. On commence par la hausse des taux. Je regarde le 10 ans français, on est à 0,85. On a pris quasiment 30 centimes en quelques jours, quelques semaines. Mais c'est rien. Ouais. Mais c'est rien. C'est rien, hein. Alors, déjà, question. Alors, c'est rien. Est-ce que c'est le début d'une tendance ou est-ce qu'on revit ce qu'on a vécu au mois de janvier? Puisqu'au mois de janvier, le 22 janvier, là, on commence à avoir une tension des taux européens jusqu'à mi-février. Et puis après, on a fait que baisser. C'est enfin le redémarrage des taux longs ou c'est encore un épiphénomène? François Rimond. Ça va être comme ça. Enfin, ça va être exactement comme en début d'année. On va avoir une tension des taux qui va se faire non pas de manière linéaire, mais par à-coup. Donc on va prendre 30-40 centimes, on va en perdre 20, on va en reprendre 30, on va en perdre 15, etc. La direction à terme des taux longs, nous on pense qu'elle est haussière. Elle est haussière parce que le QE de la BCE s'arrête, parce que les primes de terme sont très basses, parce que les taux réels sont à moins 1%, parce que même la BCE dit que l'effet de son QE c'est à peu près 1% de taux. Donc la direction des taux, toutes choses égales par ailleurs, elle est haussière. Mais bon, elle va pas se faire en ligne droite. Donc c'est la vie. Je suis parfaitement d'accord. Les taux ont baissé pendant 25 ans, depuis 1994. Ils vont remonter, mais pas en 2 ans. Ça va être un process long, erratique, volatile. Là, on a fait 30 points de base, ça reviendra un petit peu, etc. Mais il ne faut pas s'affoler. C'est un process qui est naturel. La seule chose, c'est qu'il n'est pas linéaire. D'accord. Si je regarde quand même, Stanislas, les taux américains, ils ont quasiment déjà doublé depuis leur point bas. Ils étaient à 1,5, ils sont à plus de 3%. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de hausse devant nous? Moins, je pense, moins qu'en zone euro. On a dû faire à peu près les 2 tiers du chemin, au moins aux États-Unis aujourd'hui, sur les taux longs. Enfin, c'est notre point de vue. Alors, quand je disais que la bonne nouvelle, c'était la hausse des taux, je voulais m'exprimer là-dessus, c'est pour dire que l'environnement s'améliorait et qu'on retrouvait des conditions normales de marché. Parce que les taux étaient restés trop bas, ils étaient artificiels à cause de l'intervention des banques centrales. Les banques centrales se retirent petit à petit. La croissance est là, même si on s'en inquiète, elle reste au-dessus du potentiel. L'inflation redémarre très gentiment. On n'est pas aussi dans une situation hyper inflationniste comme certains le craignent. Donc ça, c'est un environnement qui est porteur. Et le niveau des taux aujourd'hui ne pénalise pas le marché des actions pour l'instant. Ce n'est pas la raison pour laquelle le marché des actions a récemment corrigé. Ce n'est pas dû à la hausse des taux, pas du tout. Une question. Oui, nos internautes sont inquiets sur la diminution de la liquidité des banques centrales. François Rimeux, est-ce que ça, c'est la vraie inquiétude? C'est un phénomène à prendre en compte, évidemment. On a vécu pendant des années avec une explosion des bilans des banques centrales. En fin d'année, on va arriver un peu au point d'inflexion où les bilans des banques centrales conjugués, donc BCE, Fed et la BOG, vont petit à petit diminuer, et très graduellement. La Fed a commencé à racheter, la BCE va arrêter d'acheter, et la Banque centrale du Japon diminue ses achats. Donc il faut prendre ça en compte. La liquidité va graduellement, très lentement, devenir un peu moins bonne, mais elle va quand même rester là de manière encore conséquente pendant longtemps. Donc oui, il faut vivre avec. Ça supporte un peu moins les actifs risqués, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Ok. Tout à fait d'accord. Si on regarde, là on vient de parler des taux longs, si on regarde les taux courts, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis et en Europe? On a encore eu Donald Trump qui nous a fait hier une jolie petite déclaration pour nous expliquer qu'il n'était pas content de la Fed. Il est très content de son économie, mais il n'est pas content de la Fed. Donc il veut à la fois seriner sur tous les plateaux que la croissance n'a jamais été aussi bonne, que le S&P n'a jamais été aussi haut, etc. Et en même temps, il s'offusque que la Fed fasse juste son boulot, c'est remonter les taux quand tout va bien. Bon, c'est Trump. Stanislas de Vaillancourt, votre sentiment sur les taux américains et européens, sur Alors, la partie aux courte? aux États-Unis, il reste probablement peut-être 4 euros à venir. On va aller vers 3. Ça va se faire progressivement, une en fin d'année, peut-être 3 l'année prochaine. Bon, ça c'est assez consensuel. En zone euro, je pense qu'on est bloqué à ce niveau-là pendant à peu près encore 1 an, jusqu'à l'été 2019, tel que ça a été guidé par la BCE. Et après, commencera le cycle, je pense, très doucement, de remontée des taux à partir de la fin de l'année prochaine.
Malik, votre sentiment? Bon, rien de plus à rajouter, la Fed fait son travail tout simplement. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas en train quand même de se reconstituer des marges de Bien manœuvre? sûr, Parce c'est que évident. Mais oui, c'est une des raisons. est-ce qu'à un moment, enfin, C'est ce qu'on appelle l'économie faire son travail, américaine, Bah est-ce oui, faire son qu'à travail. un moment, elle C'est va pas faire son finir travail. par tomber en récession quand même? Non, mais on ne peut pas être à fond tout le temps. C'est important. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que dit la Fed, notamment dans ses prévisions futures et les dots, donc ce qu'anticipent les membres, c'est qu'ils ne veulent pas remonter les taux courts à 4%, qui était un peu la norme ou la normale du passé, des années 80, 90-2000 plutôt. Aujourd'hui, un 3% leur va bien. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien une économie avec 2,5 de croissance, 2,20 d'inflation. Et des taux, 3, ça sera peut-être un tout petit peu haut, mais un 2,75, ça sera très bien. François, je vois. Bah non, quand on regarde les pricing des taux courts américains, on est un peu au-delà de ça. Quand même. Ouais. Le taux terminal, le taux à fin 2019, aujourd'hui, il est à 3,20, 3,25. Ouais. Nous, on pense que Il est 3 suffirait, probable- mais... C'est possible. ouais. Après, quand on écoute les membres de la Fed, Bostic, Rosengren, etc., qui parlent et mentionnent le fait que la Fed pourrait aller un peu au-delà du taux neutre pendant une période donnée, parce que les conditions le permettent. Donc, où est-ce qu'on va s'arrêter? On ne le sait pas encore. Effectivement, le consensus de marché est à 3 hausses de taux pour 2019, mais si on écoute la Fed, ça peut aller un peu Un au-delà. peu plus loin. Je rebondis sur ce que disait Malik tout Il faut à l'heure. toujours faire attention entre guillemets, aux petits coups de trop, comme ce qu'avait fait Trichet en juin 2007. Non, C'est vrai que parfois, il faut savoir aussi s'arrêter. Trichet, c'est pas le coup de trop, c'est le coup dans le mauvais sens. C'est différent. Je reviens sur ce que disait Malik tout à l'heure, sur le fait qu'on normalise les taux et on revienne sur des taux qui ne sont plus administrés par les banques centrales, mais qui correspondent à une réalité économique. Si je regarde quand même le marché américain, la logique des taux, normalement, le taux à long terme, c'est censé être la croissance potentielle plus l'inflation, ce qui, en théorie, est censé nous amener quand même assez haut, parce que ça nous mène quasiment à 4,5 ou 5% aujourd'hui. Oui, On ça va se- jusque-là? Ça dépendra des conditions économiques, si la croissance se maintient bien, si l'inflation n'accélère pas trop ou accélère trop, dans le cas inverse. Mais c'est ces niveaux-là qu'il faudra s'inquiéter à ce moment-là pour le marché action. Ce qui risque de peser sur le marché action, c'est l'évolution des taux courts. Et donc le taux 2 ans. On va voir comment va évoluer le taux 2 ans. Mais pour l'instant, le niveau des taux, à mon avis, en tout cas, ne constitue pas un danger pour la valorisation des marchés actions pour le moment. Et donc, la hausse des taux telle qu'elle est aujourd'hui, elle est tout à fait normale et favorise justement cet optimisme que l'on garde encore sur le marché des actions. Parfait. Dans le discours, j'ai entendu dire remontée des taux aux États-Unis. Pour l'instant, on reste calme et on aura une remontée des taux. Je voudrais qu'on parle de l'Europe, l'Italie. Le budget italien, le spread s'est tendu sur l'Italie. Comment va se terminer cette histoire? Le budget est présenté cette semaine. On va où? Stanislas de Vaillancourt. Il y a deux possibilités. Une probable, c'est qu'on ait pendant 2 mois des allers-retours entre l'Italie et la Commission, ayant pour but de trouver un accord où personne ne perde la face, c'est-à-dire qu'à la fois Salvini puisse dire que c'est le premier gouvernement à avoir fait céder la Commission et avoir pu redonner un budget pour sa population, et en même temps la Commission pouvoir dire au marché qu'elle a été le garante d'un budget 2019 et des budgets futurs qui ne dégraderont pas trop la trajectoire de dette sur PIB. Il y a quand même un paramètre à prendre en compte, c'est que dans 4-5 mois après, il y a les élections européennes. Et donc à la fois Salvini, il y a un jeu de posture très fort où lui, là, il est en train d'essayer de constituer un pôle électoral fort. Mais de l'autre côté, la Commission européenne aussi, elle veut bien montrer qu'elle entend ce que veulent les gens et elle ne veut pas se montrer trop inflexible. Donc je pense qu'elle essaiera d'être assez constructive, même si dans sa communication officielle, elle dira ce budget n'est acceptable, etc. Mais ce qu'on espère, c'est qu'in fine, ils se trouveront entre les deux et qu'on aura un bon. Donc ça, c'est la bonne option. Et la deuxième option, c'est que, entre guillemets, les deux campent trop sévèrement avec une communication un peu raide. Et du coup, là, on verra absolument aucun resserrement des spreads par la suite. Malik Elou, votre sentiment, est-ce que finalement, l'Italie n'a pas toutes les cartes en main avec le fait qu'on se trouve dans une situation où l'année prochaine, il y a des élections européennes et que les populistes sont aux portes du Parlement et que si on maltraite fortement l'Italie, on est à peu près certain du résultat des élections? C'est une vraie possibilité, c'est le scénario qu'on joue, c'est-à-dire qu'il y aura finalement un accord entre la Commission et l'Italie pour éviter justement cette escalade qui pourrait emmener les populistes au pouvoir lors
lors du vote au printemps prochain. Comme le disait Stanislas, c'est pile ou face là. C'est où on s'entend et on arrive à s'entendre sur un budget et les Italiens arrivent à convaincre la Commission européenne du bien fondé de la politique qu'ils mènent. Et là, les spreads pourraient redescendre assez fortement et on pourrait avoir un retour sur les actions européennes. Le cas inverse, ça serait très très grave pour la zone européenne. On rentrerait dans une nouvelle crise. François Rémeuse, sur ce sujet-là, je vais vous poser une question cash. Est-ce que la Commission européenne peut être suffisamment bureaucratique pour se dire, nous on a décidé que de toute manière c'était comme ça, les élections politiques c'est pas notre sujet et on a envie de se flinguer les Italiens, donc on se flinguera les Italiens. Mais, alors, j'ajouterais deux choses. Moi, il y a les agences de notation à prendre en compte qui peuvent avoir un impact sur les marchés, parce que je pense que la force de rappel pour le gouvernement italien, c'est pas la Commission européenne, qui finalement n'a pas de moyens de pression contre le gouvernement italien. La mise en déficit excessif, fine, mais ça ne change rien. La mise en place d'amendes, ça n'a jamais été fait. Le faire aujourd'hui, dans un contexte d'élections européennes à venir, ce serait criminel. Donc, ils n'ont pas moyen de pression. Le seul moyen de pression, c'est les marchés. Et donc, les agences de notation ont un gros pouvoir là-dedans, parce que si Moody's ou S&P décident de passer l'Italie en high yield, on va avoir une belle réaction des spreads, et là, ça va faire peur à Salvini, sans doute plus qu'à Di Maio d'ailleurs, et là, Salvini pourrait adoucir un peu sa posture. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi dans le paradigme italien aujourd'hui à prendre en compte. Mais oui, il y a peu de moyens de pression pour la Commission européenne aujourd'hui versus le gouvernement italien. Troisième sujet dont vous m'avez parlé, la guerre commerciale. Malik Hadouk, ça continue? On continue de jouer à envoyer des tweets, à menacer, et on n'avance pas? On n'avance pas. On avance côté américain avec l'ancienne NAFTA, on avance avec le Japon, mais on n'avance pas du tout avec la Chine. Et c'est bien joué de la part de Trump, c'est qu'il veut mettre la Chine sur le banc des accusés. Mais il sait très bien que la Chine a un point important. Donc les négociations sont pour l'instant au point mort, et on a vu déjà certaines entreprises se plaindre des répercussions de ce désaccord commercial et de la hausse des tarifs douaniers. Hier, on a eu 2 entreprises qui l'ont mis en avant. Donc il y a C'est aussi pratique de temps en temps, quand oui, on n'a bien pas entendu. des choses très sympathiques à annoncer, Bien on dit que c'est entendu. un peu la faute de Bien Trump. entendu. ça passe Maintenant, bien. il y a les élections mi-terme. Est-ce que Trump va accélérer les choses avant les élections ou va attendre le résultat des élections pour pouvoir déclencher sa nouvelle salve sur les 289 milliards qui restent? Le problème, c'est que les Chinois pourraient répondre, puisque les importations en provenance des États-Unis sont beaucoup plus faibles, par des représailles beaucoup plus pratiques, notamment sur les composants électroniques, restreindre les exportations, etc. Et donc, vraiment impacter directement l'économie américaine. François Rémeuse, votre sentiment sur cette guerre commerciale, est-ce que finalement, les Chinois ne sont pas en train de dire nous, de toute manière, il n'y aura pas de négo avant les mi-termes, quoi. C'est-à-dire qu'on attend le résultat des élections et on discutera après, mais pas avant. Ouais, ou même pas après. Ça va durer très longtemps, cette guerre commerciale. On est dans une lutte de pouvoir, de civilisation, etc. Bon, on peut faire de l'histoire là-dessus, hein, sur la place de la Chine dans le monde, etc. Donc c'est intéressant de prendre du recul là-dessus. Et on est sur une vraie lutte qui va durer longtemps. Pour le moment, Trump, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que pour le moment, il tape sur les Chinois. Les Chinois font des représailles à leur hauteur. Hein, donc, ils taxent les importations américaines. Alors, moins que les importations, enfin, moins que de l'autre côté, évidemment, parce qu'ils importent moins. Mais en face, on a un mécanisme de baisse de la devise chinoise par rapport au dollar, qui est plus lié au dollar d'ailleurs qu'à la devise chinoise, parce que finalement, depuis le début de l'année, la devise chinoise, elle ne baisse pas par rapport aux devises, elle baisse que par rapport au dollar. Mais ce qui fait qu'in fine, la politique de Trump, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'il relance la croissance, donc la consommation, donc les importations américaines. Et comme la devise chinoise baisse en même temps qu'il met des taxes, on continue à importer autant, et donc le déficit commercial, il se creuse. Et quand on regarde l'histoire du protectionnisme et ce qui a été fait dans le passé, réduire une balance commerciale bilatérale déficitaire via du protectionnisme, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Je pense que les Chinois, eux, ils sont dans un autre temps. De ce qu'ils veulent, c'est dédollariser la zone asiatique et mettre leur ennemi au centre des échanges, ce qu'ils ont commencé à faire sur le pétrole avec la création d'un contrat en yuan. Et ils sont dans ce mode-là. Et finalement, là, on est dans un épiphénomène pour eux de guerre commerciale qu'ils doivent gérer. Et ils doivent gérer sans perdre la face. Ils vont essayer de donner un petit truc qui ne leur coûte pas grand-chose pour que Trump, in fine, se calme et règle l'histoire et puisse sortir gagnant de l'histoire, en tout cas en façade. Stanislas de Bayancourt, guerre commerciale et mi-terme. On a vu une victoire de Donald Trump malgré tout sur la Cour suprême, puisqu'il a réussi à faire passer son juge.
Bon. Je pense que Trump, il travaille ou il a une méthode, si on peut dire, qui ne changera pas après les mid-terms. Alors après, est-ce qu'il fait passer des choses avant ou après? Ça, je dirais que c'est du micro-timing. On ne s'inquiète pas tellement des mid-terms. Je pense que ce qui est plus important d'ici là, c'est qu'il y aura, à partir de la semaine prochaine, de plus en plus de résultats des entreprises pour le 3e trimestre. Et que ça, c'est un marqueur important pour les marchés, de savoir où ça en est, quels messages vont être délivrés. Peut-être le 3e trimestre, globalement, devra avoir été relativement bon. Quelles sont la visibilité qu'il y a sur le futur? Quel ralentissement commence à arriver à cause des taxes à l'importation? Et je pense que c'est plutôt ça qui va, à court terme, driver le marché à partir des prochaines semaines. Ok, sur la partie européenne, vous investissez, vous, dans des titres vifs. D'un point de vue microéconomique, ce qui remonte des entreprises, c'est quoi? C'est plutôt, parce que d'un point de vue macro, c'est pas bon. Le FMI révise... C'est faux, ça. Non, alors là, je pense qu'il moins faut. bon. C'est moins bon. En fait, le niveau absolu de croissance mondiale est relativement satisfaisant. La seule chose, c'est que comme les attentes sur la croissance mondiale ou la croissance européenne et française n'ont fait que de s'améliorer en 2016, en 2017 et jusqu'au mois de novembre 2017, jusqu'à il y a un an, les attentes étaient très élevées pour l'année 2018 et les années suivantes. Et là, on redescend un peu les attentes et on les remet autour de quelque chose de plus normal. Donc évidemment, toutes les révisions qui sont faites depuis 6 mois maintenant sont négatives, pas d'une grande ampleur, mais c'est vrai qu'elles sont toutes négatives. Donc ça crée, on va dire en termes d'ambiance de marché, un sentiment plutôt négatif. Après, en termes de micro, il remonte peu de choses parce qu'on est dans ce qu'on appelle la quiet period, donc la période où les entreprises n'ont pas le droit de parler parce qu'elles ont terminé leur trimestre, mais pas encore publié. Et deuxième problème en ce moment, on est également, comme on est dans cette quiet period, elles n'ont pas le droit de racheter leurs propres titres. Ce qui a très peu d'impact en Europe parce qu'elles le font peu, mais qui a beaucoup d'impact aux États-Unis où c'est quasiment le premier acheteur d'actions en 2017 et en 2018, ce sont les entreprises elles-mêmes qui rachètent leurs propres titres. Donc il y a un petit événement technique en ce moment, c'est qu'il y a peu de news flow à se mettre sous la dent. Donc tout d'un coup, ça se met à baisser. Il y a une sorte de petite panique qui se met en place, des prises de profit, notamment sur les marchés américains qui étaient encore très haussiers depuis le début de l'année, ou alors sur d'autres marchés plus fragiles, notamment peut-être les small caps européennes qui avaient énormément progressé au cours des 5 dernières années. Et là, on voit quand même une certaine fragilité arriver depuis un mois maintenant. Georges, des questions? Oui, on a des questions sur les valeurs technologiques. On nous dit que c'est elles qui ont porté à la hausse le marché américain et maintenant qu'elles le portent à la baisse. Et savoir ce que vous en pensez. Ah oui, elles ont porté le marché américain à leur hausse. Il y avait une concentration sur 5 ou 6 valeurs qui expliquait 80% de la hausse du S&P. Et donc, elles emportent à la baisse, bien entendu, le marché américain maintenant. Alors, se pose la question de la valorisation de certaines de ces valeurs technologiques. Il y a une véritable question, là, fondamentale, de est-ce qu'on n'est pas trop haut en termes de valorisation? Les niveaux qu'on a atteints n'ont rien à voir avec les niveaux qu'on avait atteints lors de la bulle technologique de 2000, mais il y a bien évidemment, c'est pour ça que j'allais préciser, il y a certaines valeurs, oui, mais c'est pas l'ensemble. Voilà, c'est pas l'ensemble du système, du secteur, c'est certaines valeurs. Bien massive, c'est cher la techno, mais parce que ça a apporté de la croissance, c'est que ça a constamment bien délivré depuis plusieurs années. En revanche, petite partie, notamment en Europe où il y a moins de valeurs technologiques, donc les investisseurs sont portés sur certaines d'entre elles, notamment Dassault Systèmes qui sont des entreprises absolument excellentes. Là, on a des valorisations qui sont assez élevées. Et c'est vrai que quand on passe d'un PE de 35 ou de 40 à un PE de 30, ça reste une très belle entreprise. Elle reste très bien valorisée, mais entre-temps, elle a perdu 25%. Donc il y a peut-être, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Une autre question. Oui, il y a un autre sujet qui est assez loin, qui intéresse beaucoup les internautes, c'est le pétrole. François. Ça remonte jusqu'où? Parce que c'était dans vos sujets. Non, le pétrole, on a un choc d'offres en ce moment qui est clairement en cours et qui est d'ailleurs un peu lié à Trump. Voilà, on a différents pays, le Venezuela, l'Iran principalement, qui produisent moins, qui n'ont plus la capacité d'exporter. Comme la demande mondiale, elle, parce que la croissance va quand même globalement bien, la demande mondiale, elle continue de s'accroître. Et donc, on a un vrai déficit d'offres. Et donc, ça pousse le baril du pétrole. Et donc, toutes les prévisions de début d'année qui étaient à 60, 65 $ le baril, on n'allait pas dépasser ça. Aujourd'hui, à 80, c'est plus tout à fait la même histoire. Et maintenant, on commence à parler de 100 $, etc. Et ça a un effet quand même négatif sur la croissance mondiale de manière générale, En à revanche, terme. pour le secteur, c'est très bon parce que, à la fois à cause de la crise de 2014-2015, elles ont écrasé leurs coûts de production en baissant les niveaux de capex, d'investissement. Donc aujourd'hui, elles sont devenues très profitables, même avec des niveaux de baril à 50-60 $. Donc évidemment, à 75-80, c'est très bon. Et surtout, on voit bien que le niveau plus élevé qu'on a aujourd'hui, il devrait perdurer. Alors est-ce qu'on sera à 80, 70, on verra bien, mais en tout cas, on sera largement au-dessus des 50-60. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est lié
à des problématiques justement d'investissement qui n'ont pas été faits. Et les États-Unis, par exemple, ont un gros problème d'approvisionnement et d'acheminement du pétrole qu'ils produisent. Il y a des énormes investissements qui ont été faits sur des oléoducs, des gazoducs, etc., qui sont en cours de fabrication, qui n'ont pas été mis en place en 2014, 2015 parce que les prix ne le permettaient pas. Et aujourd'hui, on est en attente de ça. Donc ça va se régler. Un mot sur l'inflation américaine qui est tombée aujourd'hui, plus faible que prévu. Oui. Donc votre mot, C'était le c'est mot. oui. Non, oui, elle est tombée aujourd'hui plus faible que prévu. Elle est sortie à 0,11 à la place de 0,2 attendu. Ça nous met à 2,2. Bon, donc ça ne change pas ce que l'on pense à moyen terme. C'est-à-dire que la direction de l'inflation pour nous, elle est à la hausse pour différentes raisons. Le pétrole pousse, mais c'est évidemment pas que ça. Les taux de chômage sont plus bas, l'inflation salariale remonte graduellement, pas au même rythme dans tous les endroits, etc. Mais en dynamique qui est, selon nous, en train de se mettre en place. Donc ça ne change pas la dynamique de moyen terme. Quand on regarde les composantes de la déception sur l'inflation américaine, aujourd'hui, ça vient principalement des automobiles qui font moins 3% sur le mois. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas été regardé dans le détail. C'est le pire chiffre automobile depuis 15 ans. Bon. Voilà, c'est un épiphénomène. Ok, parfait. On achève cette première partie, on a fait le tour, on a parlé de taux, on a parlé d'inflation, on a parlé de pétrole, on a parlé de croissance économique. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans notre deuxième partie, savoir comment nos gérants investissent aujourd'hui, quels sont leurs principaux paris, leurs principaux choix. Jingle. Allez, on rentre dans les détails des portefeuilles avec les uns après les autres. Je vais commencer avec vous, Stanislas. Déjà, on rappelle en 2 mots le fonctionnement de Sycomore Allocation Patrimoine. Oui, bien sûr. Alors, Sycomore Allocation Patrimoine, c'est un fonds prudent qui peut aller sur toutes les classes d'actifs, donc les actions de 0 à 50%, pas plus de 50% d'actions, les obligations, entreprises, États, convertibles, tout type, et ça en Europe, mais également aux États-Unis ou dans les pays développés. Ok, sur la partie action, c'est des titres vifs. Oui. Ma question est relativement simple aujourd'hui. Est-ce que vous augmentez ou vous baissez votre exposition action? Alors jusqu'à aujourd'hui, on l'a diminué. Donc aujourd'hui, on est à peu près 18% d'exposition aux actions. C'est le taux le plus bas depuis novembre 2011, où on était arrivé au même niveau. Donc, on n'a jamais été aussi bas, avec notamment pas mal de couvertures mises en place sur les mid-cap européennes, où on a vu qu'il y avait un peu plus de ventes. Le prochain mouvement pour nous devrait se stabiliser à ce niveau. On ne vendra pas beaucoup plus. Ça sera de racheter sur certains titres et secteurs, le secteur auto, un petit peu de secteur bancaire, qui ont été très impactés et qui, du coup, d'après nous, ont vraiment reconstitué du potentiel de hausse. Un peu vers les petites qui ont fortement souffert ou pas? Alors les petites, vraiment, je dirais en sélectivité une par une, parce que globalement, il y a eu beaucoup de flux acheteurs dans ce domaine depuis quelques années. Et là, on a une forte baisse qui pourrait déclencher des flux vendeurs. Donc là, on a une baisse qui a été réalisée, mais sans même qu'il y ait vraiment des vendeurs forcés. Donc on pourrait avoir une deuxième jambe de baisse. Donc il commence à y avoir certains titres qui peuvent perdre 7 à 8% en séance, simplement parce qu'il y a un vendeur qui cherche à sortir. Donc ça, on peut en profiter. Mais plus globalement, on va rester encore à court terme un petit peu prudent sur la classe d'actifs, qui pourrait encore perdre 5 à 6% de plus. Et là, ça serait, je pense, meilleur comme point d'entrée. Sur la partie taux, vous faites quoi? Alors on fait beaucoup d'entreprises avec des maturités assez courtes, 2, 3, 4 ans, jusqu'à 2023, pas tellement plus loin, pour avoir du portage, mais pas trop de sensibilité. Et on commence à regarder, on a une toute petite position aujourd'hui, vraiment pour l'observer mieux sur la partie dette d'État italienne. Mais je pense que si... Donc à 300 points de base de spread, ça commence à vous intéresser. Ça commence à être intéressant. Quand on voit des obligations à 2022, donc 3 ans et demi, 4 ans, avec 2,5 de rendement, quand en face, on est autour de 0 sur l'État français, ça commence à nous intéresser. Et le 10 ans également, quand on était à 3,6, 3,7. Voilà. Donc on sait qu'il y a encore beaucoup de risques politiques, d'aller-retour à venir, donc il ne faut pas se précipiter. Mais ça sera une thématique pour les prochains. Ok, donc là on voit qu'on a une approche où il y a de la sélection de valeurs, il y a du picking au niveau des titres. titres. Le maître mot, c'est la prudence à court terme. Ok, Malik Hadouk, on regarde maintenant ce qui se passe dans la gamme CPR Croissance. Donc là on est dans une gamme et on n'est pas dans un seul fonds, on est dans une gamme avec des niveaux de risque différents. Oui, tout à fait. Mais avec les mêmes stratégies et les mêmes niveaux de risque relatifs. Une approche de gestion qui est plutôt top-down, c'est-à-dire oui. on part d'une analyse économique pour investir. Pour investir, pour définir des scénarios de marché et investir en fonction des scénarios de marché qui ont été retenus, des probabilités accordées à chacun des scénarios. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, on avait un peu réduit la voilure, on avait des couvertures notamment sur le marché américain, sur le marché européen à travers l'Eurostoxx. Et aujourd'hui, à l'ouverture, lorsque le marché a ouvert en forte baisse,
On a levé une partie des options, donc on a vendu des puts qu'on avait achetés il y a 3 semaines sur un niveau de 3300 sur l'Eurostock qu'on avait enfoncé. Donc nous, tout en restant prudent, on est plus à même à dire que c'est le moment de venir faire des emplettes et qu'il y a des opportunités qui se présentent sur le marché action notamment, avec surtout la saison de résultats qui commence aux États-Unis demain, et demain on aura les bancaires américaines, et on pense que le marché américain devrait commencer à rebondir à partir de demain. Alors, sur la place, vous faites partie de ceux qui sont fortement investis structurellement sur le marché américain. Quelle est votre position aujourd'hui sur le dollar? Sur le dollar, on a réduit graduellement notre exposition au dollar à chaque fois qu'il s'est approché des 1,15, 1,14 parce qu'on considère qu'il ne peut pas aller plus bas. Donc on était il y a un mois une position de 27 sur le dollar. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 15 sur le dollar américain. Ok, François Rimeux, moi je me tourne maintenant vers vous. Là encore, on reprend la présentation du produit multistratégie obligataire, le mode de fonctionnement. Donc c'est un fonds top-down qui est géré en enveloppe de risque. Donc on a une enveloppe de volatilité maximum de 5%. Et on fait des taux, tout taux confondu, actions d'État, taux d'État, pardon, ou taux corporate, et des devises, et puis à la fois du côté long et du côté vendeur. Donc aujourd'hui, on porte. Ok, donc ça, c'est ce qui vous différencie un peu voilà, des deux autres fonds qui ont plutôt tendance à avoir des positions voilà, longues sur les marchés. Et puis on n'a pas d'action. Ça nous différencie beaucoup aussi en termes de niveau de risque, ça nous différencie beaucoup. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on est très positif sur l'inflation, donc on a beaucoup de positions de points morts d'inflation, donc on achète des indexés et on vend les obligations nominales en face. Il y a une autre chose qu'on aime bien, nous, c'est toute la partie subordonnée financière, où les niveaux de solvabilité de toutes les banques en zone euro se sont améliorés graduellement et continuent de s'améliorer. On le voit sur les différents ratios qui sont suivis par la BCE, on le voit sur les niveaux de NPL qui sont en diminution, on le voit dans la quantité d'indicateurs que l'on suit, et aujourd'hui on trouve qu'on est bien rémunéré étant donné le niveau des taux et le niveau de prime de risque que l'on a à côté sur cette classe d'actifs en particulier. Et puis on est quand même plutôt vendeur de taux, principalement en zone euro. Voilà, on a des taux réels qui sont à moins 1%. On n'est pas payé pour prendre le risque aujourd'hui en étant long en étant acheteur d'obligations allemandes ou françaises ou autres. 300 points de base sur l'Italie, vous avez envie d'y aller ou pas? Est-ce que vous avez envie d'acheter de l'Italie et de vendre de Bund? Puisque j'ai bien compris que vous aimez bien faire des arbitrages. Est-ce que cet arbitrage-là vous tente? Oui, j'ai envie d'y aller, oui. Ouais, j'ai envie d'y aller. Là? Demain matin? Toujours pareil, c'est non mais après, c'est qu'une question de sizing et d'enveloppe de risque et de pouvoir supporter la vol pour avoir se donné le temps d'avoir raison. Quand on regarde le niveau des taux courts italiens, on a un 2 ans qui vaut 1,50, 1,70 en fonction de la minute à laquelle on regarde. Et quand on regarde les forwards de marché, donc ce qu'estime le marché dans un an, ce 2 ans, il vaut 3%. C'est-à-dire que le marché estime déjà que le taux à 2 ans italien, il va doubler à horizon 1 an. On est très bien payé aujourd'hui pour prendre le risque sur l'Italie. C'est ce qu'on appelle le roll down, ensuite on a le carry, ensuite on a le taux de repo implicite à prendre en compte. Enfin, on a quantité de choses à prendre en compte qui font qu'on est très bien rémunéré aujourd'hui sur les actifs italiens. Après, il faut être capable de supporter la vol, il faut être capable de supporter le fait d'avoir tort pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et de supporter 50, 100 points de base d'écartement. Et donc ça, c'est une question de sizing. Moi, je suis plutôt quand même vu le climat de marché actuel qui est quand même pas le plus sympathique de l'année, je suis quand même tendance à attendre l'avis d'une agence de notation au minimum avant de voir dans quel sens ça va. D'accord, pour voir s'ils se font dégrader. S'ils sont dégradés en high yield, ça peut quand même être ça. Je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est possible. Mais je pense que ce serait une déclaration de guerre des agences de notation, elle est gigantesque. Mais est-ce qu'on peut être triple B moins en watch neg? C'est possible aussi. Voilà. Et ça peut être un peu moche pour les marchés aussi. Donc la frontière n'est pas claire, Moody's n'est pas toujours très sympa avec les États, donc à voir. Ok, justement dans des environnements qui bougent, comme aujourd'hui, donc Malik, j'ai le sentiment que vous avez bougé, c'est-à-dire vous avez levé des positions de couverture, etc. Vous, François, vous êtes plutôt en train de me dire, ça bouge tellement qu'il y a tellement de certitudes qu'il vaut peut-être mieux… Non, on fait des choses. Hein. Enfin, ce matin, dans d'autres produits qui ne sont pas celui dont on parle aujourd'hui, mais on a effectivement remis du risque action graduellement, hein, pas comme des fous furieux, mais avec à peu près la même logique que ce qu'ont expliqué mes camarades. Hein. Georges, des couvertures. Des questions? Oui, il y a une question sur votre poche cash. Comment est-ce que vous la gérez et quelle taille elle a? La poche cash chez nous, c'est plus une résultante en fait qu'un choix de gestion. On a beaucoup d'expositions en dérivés, donc en fonction de ce qu'on achète et ce qu'on vend, on peut avoir une poche cash qui peut faire 5% comme 40%. Malik, vous avez beaucoup de cash?
Oui, sur certains fonds, on a beaucoup de cash, puisque si on est plus constructif sur le marché des actions, on n'est pas du tout présent sur les marchés de taux. En tout cas, sur la partie taux, on diversifie, comme disait notre camarade, sur le point mort inflation, on est d'accord là-dessus, et on garde aussi une exposition au high yield, qui nous protège contre la hausse des taux et qui est rémunérateur. Donc là aussi, la poche cash est résultante de l'allocation qui est définie chaque mois, et on essaie d'optimiser, bien entendu, cette poche cash. Stanislas de Vaillancourt. Alors oui, chez nous, c'est assez simple. Comme aujourd'hui, on a réduit pas mal au cours des derniers mois l'exposition aux actions. On a beaucoup de cash aujourd'hui, près de 30%. Le corollaire, c'est que c'est l'un des niveaux de cash les plus élevés des dernières années. Et comment on gère? Soit on achète des obligations très courtes, 1 mois, 2 mois, 3 mois, soit en cash pur sur du monétaire. Donc en effet, là, le rendement de ça, il est entre 0,0 et 0 moins. Mais finalement, ce petit coup d'opportunité, on le voit très bien. Quand un marché action peut perdre 5 ou 6% en l'espace de 3 jours, si vous avez perdu 1 ou 2 centimes sur le monétaire en l'espace d'un mois, c'est Et pas... que vous rachetez 5% moins cher, vous avez exactement. gagné de l'argent. Donc il ne faut pas mal raisonner en disant ah non, je ne veux pas me mettre en cash parce que le cash est à 0, voire légèrement négatif. Parfois, il vaut mieux savoir attendre à côté et payer ce petit tribut à la C'est ce qui s'est passé en mai où tout le monde avait énormément d'obligations courtes italiennes. Et où, Il y a eu des quand bains de sang, on tout à voit fait. le bain de sang sur le cours italien où on a les taux qui étaient à moins 0,20 qui passent à 3% en l'espace de 4 jours, Il c'est y a un des bain de fonds sang. monétaires qui ont perdu. Donc, effectivement, le coût d'opportunité Georges, n'est pas très cher. Une autre question. Oui, après, il y a une question sur Malik, sur votre gamme, donc défensif, réactif, dynamique, où on nous dit que la performance n'est pas... La performance de l'équilibré, c'est-à-dire réactive, ne semble pas se trouver sur la courbe reliant défensive à dynamique. Ah, ça, c'est un conseiller qui fait une courbe, qui positionne les points, les vols et les performances, et qui dit Il est ça entre doit... ciel, entre les deux. Il nous dit que pour la vol, c'est bon, mais que sur la perf annualisée, non. Sur la perf annualisée sur l'année 2018. Il ne nous précise pas dans le détail. Justement, c'est là. On va lui demander, s'il nous regarde encore, de réagir en direct, on vous dira. Là, je ne sais pas vous dire. Des dynamiques, c'est le plus agressif, donc il a la perf annualisée la plus forte, et des réactifs se situent derrière dynamique. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est de l'alignement des performances qui ne doit pas être tout à fait le même. Ok, on attaque tout de suite donc notre dernière partie après avoir fait ce tour d'horizon de la gestion des fonds flexibles, en se posant la question quel avenir pour les fonds flexibles. Il y a de cela quelques jours, on a fêté le 10e anniversaire de la chute de Lehman, qui a provoqué une crise non négligeable. Et 2008, c'est une année où un fonds, dans un environnement boursier qui était carrément catastrophique, disons-le, avait affiché une performance positive. Et c'est à partir de là qu'on a vu apparaître sur le marché des fonds flexibles. On est 10 ans plus tard. Lorsque je regarde les palmarès depuis le début de l'année sur Club Patrimoine, je constate qu'il y a beaucoup de rouge, comme ma chemise. Et donc, on a vu à Patrimonia un certain nombre de questions sur l'avenir de la gestion flexible. Donc, on va prendre une petite dizaine de minutes pour essayer de réfléchir à tout ça. Première question, la gestion flexible, déjà, pour vous, c'est quoi? Malik Hadouk. La gestion flexible, c'est utiliser les marges de manœuvre dont on dispose sur les fonds pour ajuster l'exposition entre les différentes classes d'actifs, essayer de limiter au mieux la max drawdown, donc la perte maximale du fonds. Stanislas Vaillancourt. Alors, je pense que c'est exactement ce qu'a dit Malik. C'est vraiment utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition, sachant que chaque société de gestion a des outils un peu différents qui sont propres à ses points forts. Malik travaille avec des scénarios top-down. Nous, on a une bonne connaissance d'entreprise à laquelle on essaie aussi de mettre une vue de marché. Toi, tu t'occupes plus de fonds spécialisés sur toutes les classes de l'obligataire. Donc ça, je pense que c'est intéressant, c'est que dans la gestion flexible, il n'y a pas une gestion flexible, mais il y a des gestions flexibles. Donc c'est important de bien regarder les spécificités et les forces de chacune des sociétés de gestion. Et deuxièmement, je pense que la gestion flexible, c'est aussi beaucoup développé depuis 2008, parce qu'on est depuis en période de taux réel nul ou négatif. Et donc aujourd'hui, on n'est plus rémunéré si on ne prend pas de risque. Peu importe le niveau de risque qu'on souhaite prendre, les obligations dites sans risque ne rémunèrent plus ou plus au moins l'inflation. Et donc finalement, les fonds flexibles ont été aussi une solution qui a été apportée en disant voilà, les méthodes traditionnelles de gestion ou les offres que ce que vous donnez le marché de manière très simple ne fonctionnent plus. Et donc elles sont venues répondre à ça en disant voilà, par niveau de risque, par typologie de style, etc., par approche différente, elles offrent une solution aux clients pour pouvoir quand même générer de la performance dans un environnement de marché assez volatile.
François Rimeux, votre sentiment? En tout cas, je pense que les gestions flexibles, qu'elles ne sont pas, c'est un véhicule qui va vous donner une performance positive, quoi qu'il se passe, tous les ans. Ça n'existe pas. Alors ça, j'entends votre discours, mais est-ce que finalement les conseillers qui la vendent pas souvent en disant mais c'est l'expertise de gérant pour faire plus que le fonds en euros tous les ans? On a la question, exactement. Oui. On compare au fonds en euros. Alors c'est une juste comparaison, mais c'est dans la durée. Donc Il y a- 3 ans, 4 ans, 5 ans en fonction du y a un niveau horizon. de risque des fonds. Il y a une notion à considérer, c'est l'horizon de placement. Et un gérant qui gère de l'argent, c'est impossible d'avoir raison tous les jours, c'est impossible d'avoir raison toutes les semaines, tous les mois et même tous les ans. Donc il faut se laisser le temps d'avoir raison. Et en général, on est trop impatient. On a tendance à aller regarder des fenêtres de performance qui sont beaucoup trop courtes. Et donc on ne laisse pas le temps aux choses de se mettre en place et aux gens d'avoir raison. Et en général, ce qui amène des erreurs de gestion où on coupe au pire moment, etc. Et donc regarder les performances sur un horizon de placement trop court par rapport aux sous-jacents sur lesquels on est investi, c'est dangereux. Et donc un fonds flexible, il faut le regarder sur 3 ans, 4 ans, 5 ans et regarder si oui, la promesse est oui ou non tenue. Est-ce que globalement, les moteurs de performance de la gestion flexible ne sont pas un peu en difficulté? On a été porté au cours de la dernière décennie par la baisse des taux, donc qui permettait d'avoir de la plus-value et donc de gagner de l'argent. Là, on est dans un environnement de remontée des taux. Les valos des marchés actions ne paraissent pas tout à fait faibles. Alors je pense que les moteurs de la gestion diversifiée sont aujourd'hui en difficulté. En effet, parce que notamment les taux et la partie taux d'État, elle est quasi morte aujourd'hui. Et je pense que la gestion flexible, en tout cas nous qui sommes là tous les trois, avec des styles différents, des approches différentes, on essaye de répondre à ça avec pas uniquement comme outil que les larges caps européennes d'un côté pour les actions et de l'autre les taux d'État des 5 grands pays de la zone euro. Donc on a essayé de diversifier pour sortir de ces classes d'actifs-là qui, notamment pour les taux d'État, sont beaucoup trop chers aujourd'hui et pouvoir continuer malgré ça à faire le mieux possible dans tous les environnements de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez plutôt tendance à prendre des positions longues, c'est-à-dire à dire je pense à la hausse de telle ou telle classe d'actifs pour faire mes choix. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir évoluer Bien évidemment, il va falloir évoluer puisque le marché lui-même évolue. Et les moteurs, de toute façon, resteront les mêmes. C'est la façon dont on va les utiliser qui va être peut-être différente et sûrement différente dans les années à venir. Mais on a à notre disposition des classes d'actifs très larges sur lesquelles on peut intervenir, soit en long et aujourd'hui. Parce que le long était favorisé au cours des dernières années à cause de la faiblesse des taux d'intérêt, mais aujourd'hui on peut les utiliser aussi sur une partie short, sur une patch short. Donc les moteurs sont les mêmes. Là où il faudra trouver, je pense, le défi qui s'ouvre devant nous, c'est que les classes d'actifs traditionnelles qu'on a connues auront du mal à nous rapporter autant qu'elles nous ont rapporté au cours des dernières années. Ça c'est évident. Donc il faudra aller chercher d'autres stratégies ou aller sur d'autres classes d'actifs. Alors, justement, par rapport à ça, il y a les obligations réglementaires, il y a ce fameux DC avec ses niveaux de risque et les profits de clients. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait que finalement, on est sur des niveaux de risque aujourd'hui qui sont trop faibles si on veut dégager un peu de performance? Et est-ce qu'il ne faut pas se dire que quand on est 3, il va falloir passer 4, ou quand on est 4, il va falloir passer 5 pour arriver à apporter de la performance aux clients? Non, je pense que c'est très important que le niveau de risque d'un produit, indépendamment du DC, soit relativement stable dans le temps pour éviter que les clients aient des surprises, que ces clients soient des conseillers, des banquiers privés, des investisseurs institutionnels ou des clients complètement finaux les clients des CGP. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas du tout bouger les niveaux de risque et au contraire, et ça serait je pense une erreur de le faire aujourd'hui, après une séquence assez longue de hausse avec peu de volatilité. Donc c'est, à mon avis, ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, il faut bien réexpliquer ce que c'est que le risque. Et ce qui est certain, c'est que la hiérarchie des rendements dans les années à venir, elle va être plus basse que dans les années passées. Mais en même temps, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, le fonds en euros n'est plus à 4%, il est à, je crois, 1,5, 1,60. Le monétaire n'est pas non plus à 4%, il est à moins 0,40 et le livret A est à 0,75. Donc, tout s'est ajusté. Tout s'est nivelé. Voilà, tout s'est nivelé vers le bas. Mais si vous générez aujourd'hui du 2, du 3 ou du 4% dans un monde où l'inflation en zone euro est à 1, 1,5, la création de valeur pour les clients, elle reste énorme. Il faut juste en fait remettre les bases au bon endroit. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du 4% sans prendre de risque. Ça, c'est évident. François Rimeux? C'est exactement ça. On a un autre produit qui n'est pas celui dont on parle aujourd'hui, qui est un produit de carry, donc sur toutes les stratégies de carry dans le monde. Et ce qu'on dit aux clients, c'est que OK, vous voulez votre 3,5, 4%, 4,5% par an, on peut vous le servir.
Mais aujourd'hui, 4,5% par an, ça veut dire X de vol, et ce X de vol est évidemment supérieur à ce que vous aviez il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc on peut encore trouver de la performance, mais il faut accepter des risques supérieurs. Ok, est-ce que justement dans la façon de vendre et de présenter les produits, quand je prends la gamme CPR Croissance où j'ai des niveaux d'exposition en actions différents, quand je prends Stanislas qui a des positions longues sur une partie d'action pour dégager de la performance, je dis voilà, j'ai un produit, ma source de performance, c'est je vais aller sur les marchés qui ont vocation à être des marchés porteurs, donc ça c'est un élément de performance. Et puis j'ai le gérant qui est un élément de performance évidemment. Quand on va être dans des produits qui vont devenir plus sophistiqués, où on va plus faire du long et du short en mettant des positions vendeuses en face, on va vendre quoi? On vend l'équipe de gestion, clairement. Quand on a un objectif de performance absolue, entre guillemets, même pour nous, même si on se veut performance absolue, c'est quand même plus facile en 2009 qu'en 2008 d'être positif, on ne va pas se mentir. Donc même pour un fonds de performance absolue, nous ce que l'on vend, c'est notre capacité à générer de l'alpha et donc à se mettre long et short de certains actifs et de générer de la valeur comme ça. Donc on vend l'équipe de gestion, clairement. La gestion flexible a donc encore de l'avenir? Oui, je pense qu'elle elle a de l'avenir parce qu'elle apporte un service qui a un vrai intérêt et une vraie valeur pour les clients. C'est-à-dire la capacité de bouger, d'aller chercher des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès au moment direct, et donc d'offrir de manière unique dans un fonds une multiplicité de solutions. Malik, même Oui, question. moi j'ai pas de problème avec la gestion flexible. Depuis 2008, elle a délivré ce qu'elle avait promis, c'est-à-dire une récurrence des performances dans le temps. Il y a des accidents, comme on l'a dit, certaines années, mais sur le long terme, je crois au cours des 10 dernières années, elle a délivré de la performance. François Rimbaud. Non, il n'y a pas de sujet en fait. Il y a quand même quelques sujets, parce qu'il y a quand même Il y a quelques interrogations. Non, mais parce que La les questions, vision est elles sont court-termiste. légitimes. Après, Oui, il faut les juste court-termistes. respecter les horizons. Si vous regardez, 2011 était une année moyenne pour la gestion flexible. Derrière, c'est revenu très bien. Finalement, nous, comment est-ce qu'on analyse cette année 2018 ? Pour nous, c'est une manière aussi de reconstituer du potentiel de performance. Donc, ce qu'il faut, c'est être le moins exposé possible dans les phases difficiles. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et de se réexposer après pour reprendre les opportunités. Et donc, évidemment, dans les phases comme cette année, le but, c'est de perdre le moins possible, comme c'était le cas en 2011. Mais si on perd un peu en 2011, mais qu'on se réexpose bien derrière et qu'on fait 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2017 des bonnes années, là, pour n'importe quel client qui est avec nous pendant 3 ans sur cette période, il a de très bons rendements. Ok, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Georges, un mot de conclusion? Oui, pour dire qu'on va se retrouver prochainement. La note n'est pas encore calée, donc vous la retrouverez en ligne sur Club Patrimoine. Voilà. À Merci. bientôt. Merci à vous. Et puis, on espère que les marchés vont quand même se calmer un tout petit peu. Ciao, à bientôt.